ça, comme ça s'entend bien. Ça fait un peu Steve Jobs comme ça, mais c'est moi qui commence. Claire Williquet, en fait, nous a beaucoup aidé dans la construction de cette cellule durabilité, dans la définition des missions, etc. Elle est très active dans ceci. Elle vient d'Eclosio, et c'est pour ça qu'elle a introduit ceci, parce qu'elle a fait aussi énormément de boulot dans la préparation, en fait, avec évidemment les autres membres de la cellule durabilité de cette réunion. Merci beaucoup, Claire. J'étais lundi au théâtre. Et j'ai entendu quelqu'un que j'aime beaucoup, et je vais montrer son livre sur la dernière dia, après vous, qui s'appelle Rob Hopkins. Et il a dit une chose, il a dit plusieurs choses qui m'ont frappé, que j'ai retenues, mais une chose qu'il a dit en anglais, mais je vais le dire en français, c'est... Non, je vais dire en anglais, je pense. Non, en français, on va le dire en français. Ceux qui ne sont pas, à l'heure actuelle, régulièrement paniqués quand ils pensent à l'avenir, n'ont pas fait attention. Je trouvais ça un peu frappant comme manière de dire les choses, mais... Ah, vraiment, si les effets ne fonctionnent pas, on va voir. Mais je pense qu'on est un peu dans cette situation-là, c'est que si on n'est pas régulièrement paniqué par la situation, c'est qu'on a fermé les yeux. Mais c'est tout ce que je vais faire comme entre guillemets, comme mise en scène, parce que quand on parle du problème, c'est toujours un peu décourageant. Donc, on va plutôt passer à des choses, enfin, on va être un peu décourageant pendant tout un temps parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut se rendre compte, et puis on va passer plutôt vers qu'est-ce qu'on peut faire, en fait. Donc, c'est ça le plus intéressant, évidemment. Mais ceci, ils viennent de sortir, donc le Lancet Countdown, pour ceux qui s'intéressent un peu à un domaine, c'est une référence. C'est ce qui suit un peu le progrès, s'il y en a un, mais il y en a un, le progrès de l'adaptation des systèmes de la santé, du monde de la santé, finalement, au changement climatique. Et c'est de là que vient cette phrase que je répète très régulièrement parce qu'elle est très frappante aussi. C'est quand même la menace de santé principale à laquelle nous sommes actuellement exposés au XXIe siècle, veut dire dans notre ère. Je vais vous épargner ce graphique-là parce qu'il est complexe, il vient de là aussi. Juste pour vous montrer la dernière ligne en bas, pour montrer le nombre d'effets auxquels il faut s'attendre. En fait, il faut regarder à la fois le violet et le vert avec les pertes d'habitat, la pauvreté, etc., avec toutes les affaires plus systémiques. On est le plus habitué dans notre réflexion médicale classique, problèmes pulmonaires, problèmes cardiaques, etc., etc. Les impacts sont énormes et en fait, on mesure mal avec un graphique comme ceci ce que ça représente pour les gens. C'est parfois plus facile de montrer une photo de Pépinster l'été passé. Là, on se rend un peu mieux compte de ce que ça représente, en fait. D'accord. Alors, le dernier rapport qui vient de sortir, c'est intéressant parce qu'ils l'ont intitulé comme ça, Health at the Mercy of Fossil Fuels. Et pour ça, j'ai choisi ce graphique-là parce que je trouve qu'il est assez intéressant. Ça montre l'évolution de la consommation d'énergie et en fait l'origine de cette énergie par l'humanité depuis 1850. Et ce qui est intéressant de voir, évidemment, au départ, il n'y a pas toutes les couleurs. Hein. On est dans le charbon et dans le bois. Et puis là, nous avons les énergies renouvelables. Et dans le livre de Jankovici, et j'oublie le nom de l'autre, en bande dessinée, où il y a une image assez frappante aussi, qui est le type qui vient chez le médecin et qui dit, le médecin l'interroge, fait son analyse, le gars dit, je bois 1 litre de whisky par jour. Le médecin dit, papa, ça c'est un peu trop, il faut peut-être arranger ça. Il ne faut pas boire 1 litre de whisky par jour. Donc, le type revient plusieurs mois plus tard et dit, ça va beaucoup mieux. Il dit, oui, racontez. Il dit, je bois 1,5 litre de whisky par jour. Et je prends un tout petit peu un tout petit verre de jus d'orange avec ça. Et ça, c'est un peu, je trouvais ça assez représentatif de l'évolution de la situation. C'est que, en fait, ça n'évolue pas bien, même si on a l'impression de faire des progrès. Et donc, il y a sûrement lieu de faire quelque chose, mais il faut s'en rendre compte. Et c'est pour ça que vous êtes là, parce qu'il faut comprendre ces choses-là. Et ce n'est pas facile à comprendre parce qu'en fait, tout ça, c'est excessivement difficilement perceptible. Quand votre smartphone ralentit un peu parce que c'est conçu comme ça, et que vous allez vous en acheter un autre parce que vous êtes chez Vandenborg et vous avez là toute une série de smartphones et on peut choisir. En fait, on ne vous donne pas ça.
On ne vous donne pas les 180 kilos qu'on a sortis de la Terre au moment pour le produire, plus les impacts des gaz à effet de serre, etc., qui vont avec ça. Donc, pourquoi est-ce que je prends cette image-là? Parce que c'est représentatif d'une énorme imperceptibilité de notre impact dans ce que nous faisons au quotidien, parce que sincèrement, si on n'avait pas cette imperceptibilité de ce qu'on fait, actuellement, on serait incapable de vivre comme on vit, parce qu'on croulerait sur la culpabilité de ce qu'on fait, en fait. Et donc ça, c'est assez difficile, en fait. Et puis, une des choses qu'il faut faire, évidemment, c'est de bien comprendre. Bien comprendre, ça passe par l'éducation. Ça passe aussi peut-être par des études. Je voulais montrer une parce qu'elle n'est pas inintéressante. C'est quelque chose qu'on a fait ici au CHU avec Annelise Poirier. C'est surtout Annelise et les infirmières qui ont fait le boulot. Et ce tableau-là, ça vous montre le résultat d'une étude où on a regardé sur 2 mois en salle d'opération d'ORL. Écoutez bien ce qu'on fait en salle d'opération d'ORL. On amène du matériel en salle d'opération, on le déballe, on le met sur la table, on ne l'utilise pas, on le jette. Parce que, voilà, on le jette dans quoi? On le jette du matériel qui est contaminé, parce qu'il a été en salle d'opération, on n'a touché rien, hein. Il est propre. On le jette dans du contaminé, donc c'est brûlé. C'est brûlé. L'impact de ceci, c'est vous prenez un avion et vous le faites tourner pendant... Attendez, je n'ai pas fait l'ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ceci? Le tableau, ça représente quoi? On a regardé ça sur 2 mois. Sur ces 2 mois, on a comptabilisé, pesé, etc. On a regardé combien ça coûte et on a extrapolé ça sur 1 an. Et puis, on s'est dit, si tout le monde dans le bloc opératoire fonctionne comme l'ORL, qu'est-ce qu'on aurait comme déchets? C'est évidemment une extrapolation qui est totalement imparfaite parce que les opérations ORL ne se transmettent pas comme ça en chirurgie cardiovasculaire. On consomme beaucoup plus, mais il y a peut-être aussi des domaines dans lesquels on consomme beaucoup moins. Bref, on a fait ça de manière pour avoir un ordre de grandeur, cet ordre de grandeur qui est intéressant. Vous extrapolez le CO2 qui est produit par ça, vous faites tourner un avion pendant 250 heures sur 1 an. Donc, ce qu'on produit sur 1 an par juste du matériel qu'on met sur la table, je vous le rappelle, et qu'on jette dans la poubelle, qu'on a déballé pour le jeter. Veut dire, et en fait, la deuxième chose, c'est que c'est ça peut-être qui est plus intéressant, parce qu'on peut argumenter beaucoup plus facilement vis-à-vis d'une direction d'hôpital et de personnes en position de responsabilité. Ça coûte environ 250 000 d'euros par an d'acheter ce matériel, principalement, ou un petit peu pour le brûler. Ça coûte un peu de le brûler quand même, mais c'est surtout de l'acheter qui est problématique. Donc, veut dire, on est dans une situation, à nouveau, c'est cette imperceptibilité, on ne se rend pas compte de ça quand on jette le champ qu'on vient de déballer alors qu'on ne l'a pas utilisé, par exemple. Donc, on est dans une situation où il y a franchement de l'optimisation à faire, mais il faut comprendre, il faut le savoir, il faut être au courant, il faut se rendre compte des impacts. Et l'impact du système de santé belge, mondialement, les systèmes de santé produisent environ 4,5% des gaz à effet de serre. Ça correspond à peu près à l'impact de l'aviation. La moitié de ça, c'est Chine, Europe, États-Unis. La Belgique n'est pas particulièrement bon élève parce qu'on est à quasi 8%. C'est le trafic autoroutier de la planète en termes de proportion de production de gaz à effet de serre. Donc, je pense que là, nous avons déjà une argumentation qui nous fait dire qu'il faut peut-être qu'on ait quand même une certaine, on dit en anglais, literacy, une certaine idée de ce qui se passe pour pouvoir prendre de bonnes décisions quand on prend des décisions, que ce soit dans une pratique privée ou dans un hôpital, des choix qu'on fait. Donc, il faut une formation pour ça. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi se rendre compte que notre état de santé global, et je ne vais pas faire tout un tour sur ça parce que ça prend trop de temps, mais même d'après la définition de l'OMS, on a parlé juste avant, ce n'est pas juste l'absence de maladie. La santé, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus complet que ça comme définition. On ne va pas aller dans ceci maintenant. Mais si vous prenez l'impact des systèmes de santé sur la santé globale d'une population, et on peut faire des modélisations avec des pourcentages pour ceci, en fait, vous vous rendez compte que healthcare, le système de soins de santé, est responsable de 20% de l'état de santé global d'une population. Je veux dire, si on fait un investissement majeur dans un hôpital universitaire pour avoir une technologie d'avant-garde qui est absolument frappante, quand on regarde ça dans les pages du journal qui dit « on a fait ceci dans notre hôpital », il faut se rendre compte, c'est important de se rendre compte de ce qu'on fait, d'une part de ce que cet argent aurait pu faire au niveau de la santé publique, et d'autre part de l'impact potentiellement tout à fait marginal qu'on a sur l'impact sur la santé de notre population. Il faut pouvoir mettre ceci
en rapport pour pouvoir prendre des décisions intelligentes, des décisions efficaces pour la population, des décisions qui sont compatibles avec ce qu'on appelle les limites planétaires. Alors, j'avais mis ça au début. Maintenant, on passe à la partie un tout petit peu plus amusante. Je n'étais pas très amusant jusque maintenant, je m'en rends bien compte. D'accord. Mais en fait, dans ces crises, et là, c'est intéressant si on s'intéresse un peu au système complexe, etc. Mais ces crises, c'est toujours une opportunité. Et c'est comme ça qu'ils le définissent dans le Lancet Countdown. Ils disent c'est une énormissime opportunité pour redéfinir ce qui est véritablement la santé, ce que nous, comme soignants, on peut faire pour les gens. Je prends un exemple, après ça, je vous cède la parole. On peut conceptualiser ceci sous forme de co-bénéfice. En fait, une vie avec une empreinte moindre est une vie de meilleure qualité quand on s'y intéresse un tout petit peu. D'accord ? Il y a une multitude d'exemples, je vais me limiter à un. Ceci vient d'un très joli site web en Suisse, des médecins généralistes suisses, qui sont intéressés aux trois principaux domaines, là où on a le plus d'impact en fait sur la santé des gens, qui ont des co-bénéfices majeurs pour la santé planétaire. Santé planétaire, c'est un concept assez particulier, on ne va pas le discuter maintenant, mais l'alimentation en est un. Et j'ai plusieurs dias pour ça, hein, je fais un peu court là, mais vous prenez juste la bouffe. Ça, c'est la cata. D'accord ? Je l'ai dit la dernière fois que j'ai fait une conférence sur ça. Moi, j'adore une bonne entrecôte de Salers, par exemple. Je trouve ça très bon, mais j'en mange pas souvent et c'est peut-être pas irraisonnable de le faire comme ceci. C'est pas cohérent, c'est pas parfaitement cohérent, mais de temps en temps, j'en commande une au restaurant. Mais si on disait, on va arrêter l'agriculture animale, comme on appelle ça, c'est toujours un peu productiviste hein, comme truc, on produit des animaux, quoi. Hein, donc c'est aussi peut-être un concept qu'on pourrait questionner. Mais si on arrête l'agriculture animale, on pourrait stabiliser ce modèle-là, hein, ça c'est force et faiblesse à nouveau, pour 30 ans, les émissions de gaz à effet de serre, et 68%, est-ce que c'est juste pour 30 ans? Et oui, effectivement, et ici, ce siècle, on pourrait avoir un impact sur 68% de ces émissions de gaz à effet de serre. C'est lié notamment à la déforestation, à tous ces trucs-là qu'on lit tout le temps, mais dont on ne se représente pas vraiment la réalité. Mais ça serait quand même une énormissime étape, et tout ça est lié finalement à un comportement alimentaire qui est pathologique, et qui est même en fait, qui est non seulement pathologique, qui est pathogène en fait. On a principalement des gros, dès qu'ils ont trop certains types d'aliments et dès qu'ils n'ont pas assez. Et nous, c'est un peu au milieu, on a de la chance qu'on est juste dans cette tranche entre les deux majorités de la population. Et en fait, il y a moyen, si on prend une assiette faite par le Lancet, à nouveau par une étude qui s'appelle EAT, si on prend une assiette comme ça, en fait, qui est assez bonne quand on regarde ça, on s'amuse bien quand on mange ce genre de trucs, eh ben, on peut en fait donner de la bouffe à 10 millions de personnes. Ce qui démystifie aussi un peu ces idioties qu'on peut parfois entendre, de dire le problème c'est qu'il y a trop de gens sur la planète et c'est principalement les Africains qui posent problème. Je suis un peu provocateur, mais voilà. Tout ça pour vous dire, en fait, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Les co-bénéfices entre la santé individuelle et la santé planétaire sont énormissimes, mais il faut le savoir, il faut l'avoir appris, il faut avoir été exposé à ces notions-là. Pour être un bon médecin dans les dizaines d'années qui viennent, on ne peut pas, c'est mon avis, on ne peut pas ne pas avoir connaissance de ceci. Et donc, il faut un petit peu se rendre compte, qu'est-ce qu'on a actuellement? Quel est l'état des lieux? Qu'est-ce qu'on enseigne sur ceci? Et c'est pour ça qu'on avait demandé à nos deux collègues de venir nous rejoindre. Je vous avais entendu, j'avais trouvé ça super intéressant ce que vous avez fait de manière générale sur l'éducation dans ce domaine-là en Belgique. Vous allez l'expliquer, évidemment. Et en plus, ce que vous avez fait, ça c'est super, vous êtes un peu intéressé à la situation plus spécifiquement de la santé hein, et des universités belges francophones, hein, c'est juste, je pense. Oui, donc voilà, je vous cède la parole et je me réjouis d'entendre parce que je ne connais pas encore tous les résultats. Tu veux... Bien. Est-ce qu'on m'entend bien comme ça? Oui, très bien. Bon, merci beaucoup Félix pour l'invitation. C'est vraiment un grand plaisir, un grand honneur d'être ici devant vous tous. Alors,
Donc, je vais rapidement vous parler du projet Education for Climate. Peut-être une petite... Alors, je appuie sur quel... C'est Linux, ça ne fonctionne pas bien, ça. Rien à voir avec le fait que ce soit Linux. Attends, ce qu'on a Désolé. Comme ça, par ici, le petit enveloppe. Bon, cela, je vais peut-être rapidement présenter qui nous sommes. Donc, en fait, c'est une étude qui... Nous sommes des bénévoles, on nous appelle, enfin, on s'appelle les Shifters. Donc, les Shifters, c'est une... alors, il y a les Shifters en Belgique, il y a en fait plusieurs groupes Shifters partout dans le monde. On est à peu près, je pense, une dizaine de milliers de membres cotisants. Et en fait, on est rattaché au Shift Project, que vous connaissez peut-être en France, dont Jean-Marc Jancovici était la figure emblématique. Et vraiment, le Shift Project est un think tank qui consacre essentiellement ses activités, donc surtout produire des études en faveur de la décarbonation de nos économies et de nos sociétés. Et donc, à côté du Shift Project, qui est une équipe d'une trentaine de personnes qui sont salariées à temps plein, il y a donc cette grande équipe des Shifters bénévoles. Et donc voilà, ce travail que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment un travail de bénévole. Et pour la petite histoire, en fait, il prend sa racine en 2019. À ce moment-là, le Shift Project en France publie une étude qui étudie sur un échantillon de 35 établissements en France l'offre d'enseignement sur les questions climat essentiellement. Donc un mélange d'universités et de hautes écoles. Et c'est vraiment ça qui a servi de point de départ à notre étude et on a souhaité, au fond, faire quelque chose d'assez similaire pour la BD. Super, on y arrive. C'est toujours les petites flèches ou bien c'est un truc... Super, voilà. Alors, je ne vais pas revenir sur la petite piqûre de rappel qui a été faite, mais enfin, disons que les étudiants sont particulièrement concernés quand même par ces questions de réchauffement climatique, parce que si vous avez aujourd'hui, si vous êtes dans la tranche 25-29 ans, vous avez une très forte probabilité de connaître de votre vivant un monde à plus 2,5 degrés. Donc, c'est dire si vos étudiantes et vos étudiants sont vraiment personnellement concernés par ces enjeux. Alors, avant de commencer notre travail, on a d'abord voulu faire une espèce d'état des lieux, enfin d'études, sentir la température auprès des étudiantes et des étudiants. Alors, en 2019, c'était juste au moment où le Covid commençait à nous toucher. Donc, c'est une étude qu'on a fait en ligne auprès d'à peu près 600 étudiantes et étudiants. Je ne vais pas vous donner tous les détails de cette étude. On a posé une bonne vingtaine de questions. Je voudrais juste vous en présenter deux questions-réponses qui nous ont vraiment frappés. Alors, évidemment, on a posé la question de savoir si les étudiants qui répondaient étaient inquiets au sujet du changement climatique. On s'attendait à ce que ce soit oui. Mais par contre, voir 82% d'étudiants qui répondent qu'ils sont inquiets, ça nous a vraiment frappé. Et puis, la deuxième question qu'on leur a posée était de savoir si eux souhaitaient s'ils pensaient qu'il fallait être formés dans les universités à ces enjeux climatiques et environnementaux. Et 87% ont répondu oui. Donc, vous voyez, il y a des attentes qui sont très, très fortes des étudiants à être formés sur ces enjeux-là. Alors, ce que nous avons fait ensuite, on a voulu essayer de faire un état des lieux, une cartographie, ou une photo, si vous voulez, de l'offre de cours et de formation en Belgique. Alors, on peut réfléchir parce qu'il y a
y a des centaines, pas des milliers de cours et de formations, donc c'est pas spécialement simple d'arriver à faire ça. Et on a fait un choix méthodologique assez particulier qui était de développer un algorithme, et ça c'est Antoine en fait qui l'a surtout supervisé, donc un algorithme qui allait visiter une à une les pages des universités et des hautes écoles dans lesquelles on trouve les descriptions des cours. Donc on a cette chance en Belgique que pratiquement tous les cours sont publiés en ligne aujourd'hui, avec donc le titre, etc. Et donc, voilà, pardon. Donc, on a utilisé cela. Alors, notre angle d'attaque, l'objectif, si vous voulez, qu'on a choisi de prendre, c'est vraiment la durabilité climatique et environnementale. Donc, c'est un scope un petit peu restreint et qui est en fait qui tient surtout un peu à une tradition qu'au Shift Project, c'est sur ces questions-là qu'on a le plus d'expertise et que, comme vous allez le voir dans un instant, je viens peut-être ici à l'algorithme, vous allez comprendre pourquoi on a fait ce choix-là. Donc, je le disais, les sites web des universités contiennent donc des descriptifs des cours. Donc, il y a une première partie de l'algorithme qui va aller capter cette information, qu'on appelle le crawler, et puis une deuxième partie de l'algorithme, qu'on appelle le scorer, qui va utiliser une librairie d'expressions dans laquelle on trouve à peu près 200 mots-clés, et qui va voir si, à l'aide de ces mots-clés, si les cours traitent ou pas des enjeux climatiques et environnementaux. Et là, vous allez comprendre un petit peu le scope, parce qu'évidemment, la construction de la librairie détermine évidemment ce que vous allez repêcher comme cours. Et nous, on estimait qu'on n'avait pas assez d'expertise sur d'autres objectifs de développement durable pour construire une bibliothèque d'expression qui soit tout à fait pertinente. Alors, lorsque les cours sont identifiés, après, nous, on les republie sur notre site educationforclimate.be, dont je parlerai dans un instant. Mais donc, techniquement, cet algorithme peut tout à fait couvrir l'ensemble des objectifs de développement durable, tels que, par exemple, ici définis par l'ONU. Alors, donc voilà un petit peu comment fonctionne cet appareil photo, je vais dire, et je vais vous montrer maintenant rapidement quelques clichés en fait, qui ont été obtenus sur l'année académique qui vient juste de s'écouler. On vient juste de refaire fonctionner le crawler pour la nouvelle, enfin, pour cette année académique-ci, mais on n'a pas encore eu le temps de processer tout à fait toutes les données. Alors, l'année passée, donc, on a pu analyser plus de 88 000 cours, donc vous voyez, c'est un outil quand même assez puissant, ce serait évidemment impossible de faire ça manuellement. Et alors, je vous présente uniquement les résultats pour les universités, donc francophones et flamandes ici. Alors, il apparaît qu'en fait, 5% des cours traitent donc des enjeux climatiques et environnementaux. Et là-dedans, l'algorithme était capable de distinguer une petite partie d'1,6% des cours qui sont vraiment des cours dédiés à ces questions. Donc, c'est vraiment des questions, des cours vraiment très orientés de réhabilité. Et puis, il y a à peu près 3,2% de cours qui abordent la durabilité climatique et environnementale parmi d'autres sujets du cours. Voilà. Alors, comme vous le savez, bon, les cours sont ensuite agrégés pour former des baccalauréats, des masters, des formations doctorales, etc. Et on a voulu, on s'est interrogé, on a voulu comprendre au niveau des formations où se répartissaient donc ces fameux cours qui abordent ces enjeux. Alors, comme on le voit ici, en fait, dans 60% des formations, on ne trouve aucun cours, pas un seul, qui traite même un tout petit peu de ces enjeux climatiques et environnementaux. À l'autre bout du spectre, on a à peu près 5%, là en vert plus foncé, on a 5% des formations dans lesquelles on a au moins 20% des cours qui abordent ces enjeux. Donc en fait, ce sont typiquement des masters en développement durable et ce genre de choses-là. Et puis, on a une petite tranche que nous, on aime bien, donc qui fait 7,4%, qui, sans être des formations spécialisées, sont quand même des formations dans lesquelles on va trouver entre 10 et 20% de cours qui abordent les enjeux de la durabilité climatique et environnementale. Voilà. Donc, premier enseignement, on a une offre de formation qui est quand même assez restreinte, encore aujourd'hui, en 2022. Alors, on n'a pas des chiffres pour corréler en fait, le nombre de diplômés à ces formations, mais on pourrait dire donc qu'à la grosse louche, l'année qui vient de s'écouler, 60% des diplômés en fait, ont quitté les bancs des universités sans avoir reçu aucun cours sur ces sujets-là. Dans les hautes écoles, je ne vais pas les présenter ce soir, c'est à peu près la même chose, mais un peu pire, un tout petit peu pire. Alors ensuite, et ça c'est un deuxième message que je voudrais que vous reteniez, parce qu'il est assez frappant, c'est que quand on regarde dans quelle faculté on retrouve les formations qui sont les plus riches, si vous voulez, en durabilité climatique et environnementale, ici en vert, eh bien, vous voyez qu'on a une tendance très nette. Elles sont regroupées autour des facultés d'agronomie, facultés polytechniques et sciences, un petit peu architecture et vétérinaire. Par contre, en santé, Antoine va le détailler dans un instant, il n'y a pas grand-chose, pour le dire comme ça.
En psychologie, en sciences humaines, c'est aussi assez maigrichon. Et puis alors, en sciences politiques, sciences économiques, sociologie, bon, là, on trouve un tout petit peu plus de formations qui abordent ces enjeux. Voilà, alors, on va poursuivre un petit peu après pour comprendre un petit peu les implications de tout ça. Mais avant cela, je vais céder la parole à Antoine, Antoine Dubois, donc, qui va vous faire une présentation spécialement sur la santé et sur Liège. Oh, attention. Il va mieux utiliser ce truc, non? Comment ça se met? Ah, je me disais que tu avais le micro de l'autre côté. Ça va? Sans un quart d'heure, ça va aller? Ok. Donc, bonsoir à tous. Je m'appelle Antoine. Comme François l'a dit, je suis un des développeurs de l'algorithme, mais je n'étais pas tout seul. On était beaucoup de bénévoles à travailler sur ce projet. Et donc, moi, je me suis amusé la semaine dernière à un peu regarder ce qui se passait dans le domaine, ce qu'on appelle médecine et santé. Alors, j'ai mis juste un petit slide ici pour préciser ce qu'on veut dire par cette catégorie. En fait, on a créé des catégories au-dessus des facultés pour pouvoir comparer, enfin, ou en tout cas agréger les résultats des différentes universités ensemble. Parce que, par exemple, ici à Liège, on a clairement la faculté de médecine qui contient, par exemple, la médecine, la pharmacie, la dentisterie, etc. Mais il y a d'autres universités où ces différentes spécialités sont séparées. Et donc, par exemple, pour l'ULB, en fait, le domaine médecine et santé, ça contient la faculté de médecine, mais aussi d'autres choses, par exemple, la faculté de sciences de la motricité, le pôle santé. Et par contre, contrairement à l'université, il n'y a pas la pharmacie dans cette faculté-là. Donc, il y a quelques petites différences dans les différents domaines. Mais pour la faculté, pour l'ULiège, on parle vraiment de la faculté de médecine ici. Alors, François a présenté les résultats globaux sur tous les cours de toutes les facultés. Ici, je vous ai mis les résultats 2021 et 2022 pour faire une petite comparaison pour la faculté de médecine de l'Université de Liège. Alors, on voit à droite des slashes le nombre total de programmes et de cours qu'on a réussi à identifier en faculté de médecine. Donc, on voit que l'année dernière, on avait identifié 124 programmes, cette année 127, et l'année dernière, 1760 cours en faculté de médecine, et cette année 1849. Alors, il y a des petites différences, ça peut être plein de choses, ça peut être juste qu'il y a des nouveaux programmes qui sont apparus, ça peut être aussi que nous, avec notre algorithme, bien sûr, il est en évolution, et donc on capte plus de programmes ou de cours. Donc voilà, une petite différence avec les résultats de l'année dernière. Et sur ce total de cours, ce qu'on voit, c'est que l'année dernière, on avait 10 programmes qui contenaient au moins un cours qui parlait des enjeux de durabilité climatique et environnementale. Cette année, on est passé à 12. Donc on a gagné 2 programmes. Et l'année dernière, c'était 7. Donc dans ces programmes, il y avait 7 cours en tout qui parlaient de ce sujet. Et cette année, on est passé à 10. Alors, pour que ce soit un peu plus concret, j'ai mis la liste des programmes qu'on a identifiés. Donc, c'est tous les programmes de cette année académique qui contiennent au moins un cours qui parle de durabilité climatique et environnementale. Alors qu'on voit, vous voyez que dans la deuxième colonne, c'est le nombre de cours qui parlent de ces sujets, avec en haut le programme qui parle le plus de ces sujets, donc sciences de la santé publique. Puis on a un certificat en santé environnementale et un certificat en compétences, et puis plusieurs masters et plusieurs bacheliers, dont le bachelier en médecine, en sciences dentaires, etc. Alors vous voyez que j'ai barré un petit programme ici qui est le master en sciences dentaires. J'en parlerai au slide suivant, pourquoi on a retiré celui-là. Maintenant, vous avez les cours. Donc ici, vous avez la liste de cours qu'on a identifiés comme parlant de durabilité climatique et environnementale. Et à droite, vous avez dans quel programme du slide précédent ces cours se trouvent. Et donc, on voit qu'on a des trucs un peu différents. On a beaucoup de cours de microbiologie qui parlent quand même en fait de l'environnement, de l'impact sur l'environnement de la microbiologie. Puis on a des trucs un peu plus spécifiques, par exemple changements globaux et santé, expologie qui parle d'écotoxicologie, des trucs sur des risques toxiques, etc. Et alors pourquoi ces cours se retrouvent là? Je vais en parler au prochain slide. Juste vous parler du cours qu'on a retiré aussi là-haut. Vous voyez qu'il y en a un qui est barré, qui est le stage d'observation et d'apprentissage dans les différentes cliniques, qui est un cours qui est donné dans le master en sciences dentaires, juste pour dire que notre algorithme n'est toujours pas parfait. Et donc, des fois, il fait des erreurs. Et là, typiquement, en fait, ça ne parlait pas du tout de durabilité climatique et environnementale. Donc, si vous avez du feedback, donc on a un site web avec tous ces résultats, si vous avez des feedbacks, que vous voyez des cours qui ne devraient pas ici trouver,
vous pouvez aller sur le site web et nous faire un retour là-dessus. Donc, de quoi parlent ces cours pour se retrouver dans notre analyse? Alors, ça parle de santé environnementale, de pollution, d'impact sur la biosphère, les écosystèmes, comme je l'ai dit, d'écotoxicologie. La chose dont on ne parle pas et qui rentre dans notre scope d'études, puisqu'on étudie la durabilité climatique et environnementale, c'est le changement climatique. Donc, dans les 1800 descriptifs de cours qu'on a analysés, les termes changement climatique ne sont jamais mentionnés. Donc, ça ne veut pas dire que dans les cours en eux-mêmes, ce n'est pas mentionné, mais en tout cas, dans le descriptif du cours qui se trouve sur les programmes de l'Université de Liège, le mot changement climatique n'est jamais utilisé. Ça, c'est pour l'Université de Liège. Alors ici, une petite comparaison avec les autres universités francophones. Dans la première colonne, ici, vous avez le nombre de programmes, donc c'est bien les programmes ici, pas les cours, dans les facultés, enfin pas les facultés de médecine, mais dans les domaines médecine et santé. Donc on voit qu'on a les deux grosses universités qui sont ULiège, UCL Louvain et ULB aussi qui ont pas mal de programmes. Mais la colonne qui nous intéresse surtout, c'est la deuxième, qui est de nouveau le nombre de cours, enfin, le nombre de programmes qui contiennent au moins un cours. On voit qu'au final, on est plus ou moins là, au même niveau dans toutes les universités. On a entre 10 et 20% de programmes qui contiennent un cours, sauf à l'UCL Louvain, mais ça, il faudra peut-être qu'on voit parce que ça m'étonne que ce soit si pas. Mais ce qui nous intéresse aussi ici, c'est les deux colonnes après. Ça, c'est dont François a parlé juste avant. Donc, c'est les programmes qui sont un peu plus dédiés à ces sujets. On voit qu'à l'Université de Liège, on en a identifié deux qui ont plus de 10% des cours qui parlent des sujets de durabilité climatique et environnementale. Et la seule autre université qui a ce genre de programme, c'est l'ULB. Un petit slide sur les universités flamandes. Grosso modo, même constatation. Les scores sont un peu plus élevés, mais on a un peu moins confiance sur ces scores-là, parce que vu qu'on est francophone, enfin, tous les bénévoles qu'on a sont francophones, c'est un peu plus dur pour nous de trier ce qui est bon et ce qui est mauvais dans les résultats des universités flamandes. De nouveau, pour vous donner un peu du plus concret, quels sont les programmes justement qu'on considère comme dédiés à l'ULiège et à l'ULB? Donc vous voyez qu'à l'ULiège, le seul programme qui a plus de 20% des cours qui sont dédiés à la durabilité climatique environnementale, c'est le certificat en santé environnementale, assez logiquement. On voit quand même ensuite qu'il y a le master en dermopharmacie et cosmétologie qui a plus de 10% de ses cours qui parlent du sujet. Mais bon, il y a un cours qui parle de ces sujets-là dans le programme, donc je suppose que ce n'est pas un très très gros master en termes de cours. Et puis à l'ULB, en fait, on voit de nouveau, en fait, c'est des programmes qui sont assez orientés santé, environnement, ou en tout cas aspects plus sociaux, puisque c'est seulement les masters en sciences de la santé publique qui ont bien scoré dans notre algorithme. Et on voit par exemple le master en sciences de la santé publique à finalité santé environnementale, il y a plus de 16 cours qui parlent de ces sujets. Un dernier slide pour parler d'un sujet dont on parle souvent sur le projet, c'est le concept de cours interfacultaires. Donc, les cours interfacultaires sur les sujets de durabilité climatique environnementale, ça peut être un moyen justement d'introduire ces concepts dans des programmes. Et donc, en fait, par exemple, à l'ULB, on a identifié presque une dizaine de cours qui sont donnés dans plusieurs facultés sur les sujets de la durabilité climatique environnementale. À l'Université de Liège, dans notre analyse, en tout cas, on n'en a trouvé aucun. Donc, dans la faculté de médecine, dans les cours qui traitent de ces sujets-là, il n'y en a aucun qui est donné dans d'autres facultés en même temps. Alors que pourtant, là j'en ai seulement cité un, mais il en existe certainement d'autres, il existe des cours interfacultaires qui peuvent être inclus dans les programmes. Donc, par exemple, ici, la formation de développement durable, c'est un cours accessible à tous les étudiants de bac et master de toutes les facultés. Mais pour le moment, si vous regardez sur ce cours, il est uniquement inclus dans les programmes de bachelier architecte paysagiste et de bachelier en sciences de l'ingénieur orientation bio-ingénieur. Je vais laisser du coup François maintenant dire quel constat on peut tirer de ces résultats. Merci Antoine. Bon, alors finalement, donc, quel constat effectivement, quels enseignements tirer de ce constat? Alors, si on prend un peu de recul, donc on constate effectivement un très faible niveau de formation, hein, donc des Belges sur ces enjeux-là. Et pour nous, ça c'est vraiment problématique parce que ça fait vraiment peser un risque sur notre capacité à réussir notre transition vers une société décarbonée, durable. Donc ça c'est un vrai sujet. Ce qui importe vraiment, c'est d'inverser complètement cette tendance et d'arriver à ce qu'un maximum de citoyennes et citoyens soient vraiment formés sur ces enjeux pour que l'on puisse ensemble prendre les bonnes décisions, les meilleures décisions possibles.
Il y a aussi, donc, à cause de ce déséquilibre très fort, hein, pour l'instant, ce sont surtout les ingénieurs et les bio-ingénieurs qui sont formés là-dessus. Donc, ça crée ce cloisonnement donc, que l'on constate dans les cursus au niveau des universités, crée un déséquilibre donc, entre ceux qui sont formés et ceux qui ne le sont pas, et empêche aussi donc, certains secteurs de pouvoir transitionner de manière harmonieuse. Donc, ici, représente évidemment la médecine, le droit et l'économie. Et on ne peut que souhaiter un décloisonnement qui permettrait donc à chaque secteur et à chaque profession d'être vraiment sur un pied, on va dire, d'égalité, même si évidemment il y a des spécificités à prévoir, mais que chacun soit informé correctement sur ces enjeux pour pouvoir transitionner aussi de manière absolument cohérente et tout à fait harmonieuse. Un deuxième aspect qui est quand même très important de rappeler, c'est que, bon, évidemment, nous appelons de nos voeux à une transformation rapide et assez décloisonnée des programmes hein, pour que ces enjeux soient abordés le plus possible dans les universités, dans les hautes écoles. Il ne faut pas perdre de vue que même si par un coup de baguette magique, on pouvait dès cette année-ci faire en sorte que 80% des cursus intègrent ces enjeux, il n'en demeure pas moins qu'une étudiante, un étudiant qui serait diplômé là en juin ou en septembre va mettre sans doute une vingtaine d'années avant d'arriver à un poste à responsabilité dans le secteur privé ou dans un ministère ou peu importe. Et donc, on n'a pas ce temps-là. On n'a pas ces 20 ou 30 ans d'attente que des jeunes formés soient aujourd'hui, soit demain des adultes en responsabilité. Et donc, on plaide vraiment pour que des formations continues soient aussi développées à l'attention de tous les adultes pour qu'ils puissent être formés le plus rapidement possible sur ces enjeux. Voilà, donc ça c'est juste pour résumer ce que je viens de vous dire. Je pense que c'est quelque chose d'absolument essentiel. Alors, vous allez me dire, bon, très bien, mais transformer comme ça les programmes de manière massive et transversale, c'est pas un petit chantier, c'est pas une mince affaire. Par où est-ce qu'on commence? Et là, je dirais, on a la chance d'avoir en fait en France 2 expériences assez riches d'enseignement auxquelles était associé le Shift Project. En fait, suite à la publication de ce rapport en 2019 auquel j'avais fait allusion en tout début d'introduction, il y a d'abord un réseau d'écoles d'ingénieurs, Polytech en France, qui regroupe une douzaine d'écoles, c'est à peu près, je pense, 15% des polytechniciens en France, qui sont venus demander au Shift Project de l'aide, de la consultance, pour les aider à transitionner justement ces programmes. C'est-à-dire qu'ils étaient absolument convaincus que c'était quelque chose de nécessaire à faire. Et donc, a démarré un long projet qui est toujours en cours, mais qui a commencé donc il y a 1 an et demi. Et il y a 2 mois à peu près, donc, une série de rapports qui totalisent presque 300 pages ont été publiés sur le site du Shift Project. Je vous invite à aller le voir. Donc, ces 300 pages, c'est pour vous donner une idée des enseignements et des leçons qui ont été tirées de cette expérience. Et puis, peu après, c'est une école de commerce, c'est l'école Audencia à Nantes, qui a entamé la même démarche. Alors, donc vraiment, je vous invite, si vous êtes intéressé, d'avoir des retours d'expérience, vraiment des cas réels, hein, des case studies, on pourrait dire, d'aller sur le site du Shift Project, dans l'onglet publication, vous allez trouver ces rapports. Et je vais essayer en 3 slides, c'est vraiment une gageure parce que c'est un travail monumental, hein, c'est des dizaines de personnes qui ont été impliquées, c'est presque 2 ans de travail, 300 pages de rapport, de vous faire une mini-synthèse juste pour la partie de cette école de ce réseau d'écoles de Polytechnique en France. Alors, il n'y a pas eu d'exemple de faculté de médecine ou d'école de santé, mais vous allez voir que les leçons qui sont tirées sont certainement assez largement transposables aussi au secteur de la santé. Alors, je pense que, donc voilà, rapidement résumé, les conseils ou les leçons à tirer de ceci. D'abord, il faut vraiment prendre la mesure de l'enjeu. C'est-à-dire que ce dont il s'agit ici, c'est vraiment de dépasser le stade de la sensibilisation, mais vraiment de permettre aux étudiantes et aux étudiants d'avoir des clés de compréhension et vraiment d'action, chacun dans sa spécialité, chacun dans l'apprentissage d'un futur métier, d'une future profession. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Il ne s'agit pas juste de sensibiliser sur ces enjeux. Alors, un objectif de cette ampleur-là, il implique aussi de redéfinir la stratégie d'établissement. Parce que c'est un programme qui est ambitieux, qui doit être vraiment intégré et systémique, et qui doit être cohérent surtout. Par exemple, la gestion du campus doit évidemment être aussi en cohérence avec les enseignements. Voilà. Il apporte aussi d'initier et de pérenniser une réflexion prospective, c'est-à-dire qu'on sait bien que le monde a changé assez vite, donc il faut constamment essayer de réfléchir aux futures compétences et aux futurs métiers dont on aura besoin dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, afin de s'y préparer aujourd'hui.
Bon, je passe sur le fait qu'il faut associer et mobiliser au maximum tous ces personnels, opérer un diagnostic de sa situation de départ. Alors là, pour ça, bonne nouvelle, le site et l'algorithme Education for Climate peut rapidement vous aider à voir ce qui existe comme ressources. Et comme disait Antoine, parfois il suffit simplement d'offrir un cours qui existe dans une autre faculté, peut-être par exemple la faculté de médecine, pour que tout à coup il y ait un flux de connaissances qui puisse aussi arriver jusqu'en fac de médecine. Il faut mobiliser des moyens, et notamment des moyens importants. On estime qu'il faut à peu près 3% du budget de fonctionnement sur 3 ans. Ça, c'est un calcul qui était fait pour les écoles INSA. Donc, c'est quand même significatif, mais ce n'est pas non plus prohibitif. Il faut définir un socle de connaissances et de compétences. Et j'ai une petite slide là-dessus très rapidement. Et puis aussi, aider les professeurs surtout à se former sur ces enjeux. Parce qu'en fin de compte, ce sont les professeurs qui vont enseigner tout ça. Et il faut leur libérer du temps et leur permettre, évidemment, de pouvoir eux-mêmes se former. Bon, rapidement, ici, c'était un référentiel de compétences qui était esquissé pour le réseau INSA. Donc, voilà, ça comprend des apprentissages assez spécifiques pour les ingénieurs, aussi sur la gauche des compétences plus soft skills, on va dire, hein, donc capacité à avoir une vision systémique des choses, une approche historique et prospective, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans pour laisser peut-être plus de temps aussi pour les échanges. Et puis enfin, et encore une fois, je ne voudrais pas rendre la vision encore plus compliquée que ce qu'elle est, mais je pense que c'est important de prendre la mesure quand même de la tâche. Il ne faut pas perdre de vue non plus qu'un établissement, il n'est pas isolé. Il est en lien avec des institutions, l'État, il y a tout un cadre réglementaire. Il y a des entreprises avec lesquelles, évidemment, il y a des interactions qui peuvent être plus ou moins fortes. Il y a le réseau des alumni, les étudiants, les autres étudiants, aussi toute la question des établissements de ranking, parce qu'on sait bien, et dans le système belge, avec le financement à enveloppe fermée, il y a une concurrence de fait. Et donc, voilà, la question de l'attractivité est absolument essentielle pour les établissements. Donc voilà, tout ça doit être aussi intégré dans une réflexion plus globale sur la transformation des programmes et des enseignements. Bon, donc, encore une fois, ce que je voudrais surtout que vous reteniez de tout cela, c'est qu'il y a des cas d'études qui existent en France, avec, heureusement, des rapports très détaillés. Si jamais vous le souhaitez, je pense que je suis absolument certain que les collègues et amis du Shift Project qui ont mené ces projets seront tout à fait prêts et disponibles à venir expliquer un petit peu ce qu'ils ont fait et créer des contacts. Ça, je suis absolument certain. Alors, juste pour terminer, je voudrais juste revenir sur notre projet Education for Climate. Je vous invite à lire le rapport que nous avons fait. C'est un petit rapport d'une 60aine de pages, il se lit assez vite. Il est disponible sur notre site web, vous trouverez très facilement l'onglet. Vous rappelez que sur le site internet, vous allez pouvoir trouver donc toutes les formations qui traitent, et les cours qui traitent des enjeux climatiques et environnementaux. Donc, je vous invite à y jeter un œil, à partager l'information avec vos étudiantes et vos étudiants. Et puis surtout, l'algorithme, en captant aussi les informations sur les cours, capte aussi les noms des professeurs. Et donc, c'est un outil qui peut être très utile aussi pour vous, pour trouver des pairs, des collègues qui peut-être sont déjà référencés, ce qui suggérerait qu'ils ont déjà commencé à aborder ces aspects-là. Et alors voici, c'est Antoine qui a fait cette belle photo. Ce sont en fait tous des professeurs qui enseignent en faculté de médecine. Ils ne sont pas tous médecins, mais en tout cas, ils sont tous enseignants dans les facultés de médecine en Belgique. Donc vous voyez, il y a quand même déjà du monde, il y a déjà de l'expertise qui existe. Un petit email, un petit appel sur Teams pour ceux qui souhaitent éventuellement commencer à se lancer ou à poser des questions. Voilà, mais donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vais repasser le micro à Félix. Alors. Merci François. Alors, où est-ce que j'en étais dans ma présentation? Elle ne va plus être très longue, il me reste juste quelques petites dias. Dont une noire, pour commencer, pour indiquer la pause, et une avec un grand point d'interrogation. En fait, c'était la question, mais tu as déjà commencé à y répondre, en fait.
c'est qu'est-ce qu'on fait à partir d'ici? C'était un peu ce que je disais tantôt. C'est vrai que c'est quelque chose d'excessivement inquiétant quand on s'y intéresse. Il faut passer un certain deuil, il faut retrouver une certaine résilience une fois qu'on s'intéresse un peu à ce domaine-là. Et surtout, en fait, une des choses qui sont importantes, je pense, pour ceux qui commencent à y réfléchir, c'est que le passage à l'action, entre guillemets, est excessivement important. Et là, vous nous fournissez, en fait, non seulement une analyse, mais en fait, une proposition et une structure pour comment s'y prendre, même si c'est effectivement aussi peut-être un peu anxiogène parce qu'on peut se dire comment est-ce qu'on va faire tout ça. Mais en tout cas, ça permet d'avoir une ébauche de réponse, à dire est-ce que c'est possible, qu'est-ce qu'on peut faire. Et en fait, pour ça, en fait, je voulais juste rappeler une chose avant d'aller plus loin, c'est que, c'est un petit graphique qui vient d'un article de vulgarisation, mais il y a un plan belge de l'adaptation au changement climatique. C'est juste que le point 8, qui est ça, l'éducation et sensibilisation, et il faut probablement aller plus loin, comme tu le disais, on est dans le rouge. Pas dans l'orange, dans le jaune, dans le vert, on est vraiment dans le rouge, dans les différents points de ceci. Là, on est vraiment dans le rouge, même si c'est un effet à long terme, c'est un effet absolument crucial qu'il faut obtenir. Mais je voulais terminer en fait sur qu'est-ce qu'on peut faire et peut-être qu'est-ce qui est déjà quand même en route. Il y a quand même peut-être un début de démarche, parce que quand on regarde votre analyse algorithmique, ah oui, d'ailleurs, j'ai vu quelques noms de notre cellule de durabilité qui sont dedans, sont principalement des dentistes. Je pense qu'il faut encore un peu nettoyer, parce que je pense que c'est le cours de TP qui a un petit peu contaminé le graphique. Mais quand même, Sabine Gertz, Audrey Godert, etc., ils sont dedans. Donc vous avez raison, on trouve des gens. Donc on peut aussi écrire par accident à la mauvaise personne, mais on peut quand même trouver la bonne personne. Alors qu'est-ce qui s'est passé chez nous tout récemment à l'université? Il y a un changement de gouvernance assez frappant, probablement pour ceux qui ont assisté à la rentrée académique. Dans l'équipe rectorale dont je fais partie, on est actuellement en train quand même d'essayer de donner une impulsion dans le sens que tu donnes, peut-être encore assez embryonnaire pour certaines choses, mais quand même qui se concrétise. Et je pense que ceux qui étaient à la séance de faculté parmi les enseignants ici, vous avez eu tout récemment, c'est-à-dire il y a 48 heures, un peu plus, eu l'information qu'au moins il y a un effort pour intégrer des crédits dans les programmes à travers l'université, et dans lesquels, en fait, le principal obstacle, c'est que, en fait, on rencontre d'énormissimes résistances quand on essaie d'introduire un seul crédit dans tout un curriculum. Et c'est quelque chose où il y a là les théories du changement, toutes ces choses-là qui doivent un peu prendre un moment. Mais en tout cas, je pense que de ce côté-là, on peut avoir un certain espoir qu'il y a une dynamique qui va peut-être s'établir et qui doit s'établir. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez dit de manière plus frappante que moi. Il faut que ça aille vite, quoi. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de chipoter et de se poser la question s'il faut le faire ou s'il ne faut pas le faire. Alors, de ce côté-là, il y a peut-être une autre petite bonne nouvelle pour nous, c'est qu'à la demande du doyen, on a signé un formulaire à la demande de l'OMS qui a envoyé une lettre aux différentes, enfin, une lettre ouverte finalement, adressée aux facultés de médecine, aux facultés de la santé, etc., qui demande que c'est absolument urgent d'introduire ces choses-là dans le domaine. Et la faculté de médecine de Liège, avec notre nouveau doyen, on a décidé de signer ça, et c'est un engagement. C'est un engagement. La question, c'est maintenant comment le concrétiser. Je regarde un peu les collègues parce qu'on a besoin de tout le monde, évidemment, plus particulièrement peut-être ceux qui sont là maintenant, et qui vont peut-être, j'espère que ça aura fonctionné, regarder le podcast, j'espère qu'il va continuer à enregistrer. Et là, il faut, comme tu le dis, ça demande la main-d'œuvre et surtout ça demande des moyens, et donc il faut jusqu'à un certain point quand même une démarche top-down, parce que si on n'a pas les moyens, c'est pas la peine de s'y mettre. Et donc, mais il y a ceci, on a signé la lettre, on s'y engage, et moi notamment, je m'engage à œuvrer là-dessus, enfin comme vous vous en doutez, parce que vous savez que j'essaie d'être actif là-dedans. Alors pour la démarche globale, moi je pense qu'on a aussi passé le moment, et c'est probablement, ça fait quelques dizaines d'années qu'on a passé le moment, mais on se rend compte maintenant qu'on a passé le moment où on peut espérer que les changements en incrément sont suffisants en fait, pour arriver à quelque chose de plus ou moins raisonnable en termes de qualité de vie, en termes d'impact sur la santé, tout ce que j'ai expliqué dans l'introduction. J'ai une petite citation comme ça que j'ai mis, qui vient d'un artiste, ou plutôt d'un groupe d'artistes, on ne sait pas qui c'est en fait. Enfin, pour ceux qui connaissent Banksy ou qui est Banksy, enfin, maintenant vous le voyez sur le Guardian ou je ne sais pas où, quand vous avez ils sont en Ukraine aussi pour mettre des. Vous le connaissez, et je pense que ça vaut la peine à ce stade-ci, on peut le citer. On peut peut-être citer Rob Hopkins pour dire à ce stade-ci, une proposition qui ne paraît pas ridicule au départ, en fait, elle est probablement insuffisante. Et donc, il faut oser, quoi.
Et donc, je pense qu'il faut sortir, non seulement sortir de la boîte, mais il faut faire ce que Banksy nous propose. De manière un peu plus douce, en fait, on peut peut-être commencer par des lectures. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais comme j'étais dans la thématique Rob Hopkins, que je l'ai vu lundi, j'ai mis son livre. Mais je pense que c'est bien. Je pense que pour tout ceci, ce qui est parfois un peu paralysant, etc., c'est justement de se rendre compte de tout ce qui est le début de la présentation et puis de se retrouver de manière assez désarmée devant parce qu'on est devant le pot de yaourt et on ne sait pas lequel acheter parce qu'il y en a un qui est peut-être un peu plus de plastique, mais il vient peut-être pas de la région. On n'est pas efficace là. Ce qu'il faut faire, c'est de se mettre ensemble, de se mettre en route, que ce soit dans une faculté, dans une institution, dans les chemins institutionnels ou en dehors. Mais ce n'est pas comme une personne, comme moi ici derrière, qui veut peut-être continuer à faire des présentations, etc., que je peux peut-être tout changer. Par contre, si on se met en équipe et on se dit, bon, bah, ensemble, comment est-ce qu'on voit ça? Comment est-ce qu'on voudrait que ce soit dans notre faculté, peut-être dans 5 ans? Comment est-ce qu'on voudrait que ça fonctionne dans cet hôpital-là, dans 5 ans, dans le système de santé, peut-être dans 5 ans, et prendre les perspectives de manière large et développer une perspective, je dirais, positive, pardon, pas faire les exercices qu'on peut faire pour ceci maintenant, pour se projeter dans l'avenir de manière un peu concrète. Ben, je pense que c'est une démarche qu'on peut faire. Je pense qu'on a commencé à le faire. On a commencé à se dire, ben, comment est-ce qu'on voit l'enseignement de ces enjeux-là dans notre université ici dans les années qui viennent. Et en dehors de ça, pour l'avoir lu partiellement et en tout cas pour l'avoir écouté l'auteur plusieurs fois, je peux vous conseiller la lecture si vous voulez avoir une petite introduction à comment s'y prendre et ne pas désespérer devant une situation qui est quand même un petit peu inquiétante quand pour faire référence à la présentation de départ. Et donc, à la fois, je pense qu'il faut sortir de la boîte au niveau conceptuel pour soi-même, et à la fois, il faut peut-être justement aller chercher de l'aide parce qu'il y a eu des choses qui sont faites et dont on peut s'inspirer et dont il faut se nourrir. Voilà. Un petit peu sur ça que je voulais conclure et encore remercier François et Antoine d'être venus nous exposer ceci, même si on avait un petit doute quand même que ça allait peut-être à peu près être ce genre de constat-là, mais c'est un constat avec une perspective. Donc, merci beaucoup. Merci à tous les trois pour cet état des lieux et cet élan donné. Je vous invite à peut-être vous mettre à la table.